par la Confédération africaine de football et qui se déroulera finalement donc en Guinée équatoriale, cette Coupe d'Afrique des Nations où l'Algérie s'est qualifiée brillamment et qui a hérité d'un groupe, pour le moins qu'on puisse dire, un des plus difficiles, même si on n'aime pas trop cette expression de groupe de la mort. Les expressions un petit peu violentes sont pas tout à fait adaptées à notre sport, le football. C'est pas le seul groupe difficile, c'est un des deux groupes difficiles de cette Coupe d'Afrique des Nations. On va commencer cette émission donc ce soir par notre invité, celui qui va la jouer, qui va tenter d'aller le plus loin, qui va vivre l'aventure pour vous, pour nous. C'est le sélectionneur national Christian Gourcuff qui est l'invité du premier numéro de Yes Weekend. Christian Gourcuff, merci d'être là ce soir pour la première de Yes Weekend avant votre aventure, cette belle aventure africaine qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, bonsoir. Oui, ben on se prépare avec beaucoup de motivation, même si c'est vrai qu'il y a un peu de déception au tirage, mais enfin bon, de toute manière maintenant, il va falloir bien se préparer. On va pas parler de tirage, déception ou pas. C'est vrai que c'était un groupe difficile. On l'a tous regardé, tous les Algériens ont regardé ce tirage. L'Algérie a mis du temps à sortir. On a attendu le premier chapeau, second chapeau, troisième finalement. Et l'Algérie a hérité de ce groupe assez compliqué. On va en parler dans quelques instants de l'Algérie qui a été tirée, je crois, la dernière de ce groupe, hein, parce qu'il y avait eu les trois grosses nations de ce groupe. Et finalement, l'Algérie a hérité de ce Ghana, Afrique du Sud et Sénégal. On va en parler. Avant cela, coach, on va présenter le plateau. À côté de vous, Amin Tirman de la rédaction de ZTV qui a suivi la sélection tout au long de l'année, pendant la Coupe du Monde au Brésil. Et pendant toute cette édition de Yes Weekend, Amin, bonsoir et merci d'être là avec nous. Bonsoir Riyad, bonsoir toute l'équipe, bonsoir au coach. En face de vous, c'est la presse que vous avez en face de vous, mais rassurez-vous, rien d'hostile ce soir. Hein. Avec vous, le journal Compétition, le journal historique du foot, 22 ans, 23 ans, 25 ans 21 ans. 21 ans, allez, 21 ans, c'est le doyen des journaux de foot en Algérie. Lafir Habib, directeur de la rédaction, est avec nous. Salut Lafir, merci d'être là pour cette première à, allez, un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la CAN. Bonsoir et merci pour cette invitation. Heureux de me retrouver avec mes chers confrères et avec le sélectionneur national. Invitation, oui, mais vous faites partie du team et on va suivre cette CAN à distance avec l'équipe nationale qui sera très loin. On va parler tout à l'heure des conditions de la distance, de la ville, également des conditions de lieu, hein, du tirage. Ça aussi, c'est le tirage hein, de la Coupe d'Afrique des Nations. À côté de vous, Jamel Rachdi de l'APS. Il n'a pas la langue dans sa poche. Il connaît le foot depuis très longtemps, observateur assez fin, pointu, et qui va nous donner également son regard sur l'équipe, sur la préparation et également sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Salut Jamel. Bonsoir. Bonsoir coach. Alors, mesdames, messieurs, on va commencer donc cette émission Yes Weekend avec ce premier sujet consacré à notre invité du jour. Vous l'avez vu, c'est le coach qui le fait l'honneur d'être le premier invité de cette émission. Il va peut-être nous porter chance. Je ne sais pas si nous, on va lui porter chance. J'espère que nous, on va vous porter chance dans cette aventure de la CAN. Et celui qui est à côté de vous, il vous a tiré le portrait, Amin Tirman. Et pourrait vous dire tout ce que vous pensez de ce qu'il a fait. On va regarder ce premier sujet sur vous, Christian Gourcuff, portrait du coach, le coach de club, le coach de sélection, la philosophie, Christian Gourcuff, en quelques minutes. Regardez. Son arrivée en équipe nationale était quelque peu redoutée par les observateurs car son nom n'était pas connu en Afrique, qu'il n'avait aucune expérience dans le continent africain et qu'il n'avait jamais été sélectionneur auparavant. Mais voilà que 3 mois après sa venue à Alger, Christian Gourcuff fait l'unanimité en Algérie. Retour sur le parcours du mathématicien chez un des peuples les plus exigeants du continent africain. Né dans la région Bretagne en 1955, Christian Gourcuff a consacré la majeure partie de sa carrière chez son club d'amour, le FC Lorient, qu'il a révolutionné notamment dans la dernière décennie. Le club breton est devenu une marque dans la façon de jouer en Ligue 1 française. Si Lorient est réputé pour son football attrayant,
C'est grâce à cet homme, Christian Gourcuff, qui a commencé à Les Lorient. joueurs ont donc envie d'offrir une belle sortie à Gourcuff. Et Lille. Gourcuff possède des méthodes propres à lui. Ses stratégies et sa vision du football a démarqué des autres entraîneurs français. À 59 ans, le technicien breton voulait certainement donner une autre dimension à sa carrière, devenant sélectionneur pour la première fois de son parcours. Sa nomination à la tête de l'équipe nationale en août dernier était perçue comme une surprise dans la rue algérienne, qui s'attendait plutôt à des entraîneurs de renommée mondiale. Remplacer Vahid Halilovic au lendemain d'une bonne Coupe du Monde n'était guère chose aisée, mais dès sa présentation officielle, Gourcuff a su séduire les Algériens, promettant d'apporter de nouvelles philosophies de jeu adéquates à la culture technique et footballistique algérienne. L'ancien entraîneur de Lorient n'avait donc pas assez de temps pour asseoir ses stratégies. Son premier match avec les Verts, c'était en Éthiopie, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la CAN 2015. Vainqueur de buts à 1, Gourcuff et les Verts ont confirmé quelques jours plus tard à Blida face au Mali. Le Breton a réussi son baptême du feu. Pas de rencontre amicale et les stages sont très courts. Le mathématicien est en course contre la montre. Pariant sur le nouveau phénomène des Verts, Yacine Brahimi a une tactique plus ou moins inédite. Le technicien français parvient à séduire lors de la 3e journée des éliminatoires de la CAN en enchaînant sa 3e victoire, cette fois-ci à l'extérieur, au Malawi. Une preuve que son inexpérience en Afrique ne l'empêche pas de développer ses idées. Car 3 jours plus tard, l'Algérie sort le grand jeu face au Malawi au retour à Mustapha Tchaker, 3-0 avec un jeu séduisant basé sur les passes courtes. Ensuite arrive ce succès attractif lors de la 4e journée face à l'Éthiopie, 3-1. C'est là d'ailleurs que les Algériens ont compris qu'ils possèdent désormais une équipe nationale talentueuse, plus que jamais capable de défier tous les ténors africains lors des phases finales de la CAN 2015 en janvier prochain. La défaite face au Mali lors de l'ultime journée n'a rien changé puisque les Verts étaient déjà qualifiés. Mais la mauvaise production des remplaçants a semé quelque peu le doute chez le public à quelques semaines du rendez-vous africain. Pendant ce temps-là et en plus des résultats techniques, Gourcuff a charmé les entraîneurs locaux en mettant en place un programme de rencontres avec les 16 coachs de la Ligue 1. L'autre attraction est les stages des locaux. 3 ont été organisés jusque-là. Des faits et des statistiques qui nous mènent à dire que Christian Gourcuff est parvenu à faire l'unanimité chez les Algériens, et ce en un laps de temps très court. Cependant, seule la CAN 2015 pourra changer la donne. L'Algérie affrontera les gros cylindrés de l'Afrique. Un mauvais parcours en Guinée équatoriale sonnera certainement comme un échec pour le Breton, qui risque de découvrir la pression et l'exigence du peuple algérien. Christian Gourcuff, vous n'avez pas parlé de vous. Ce sujet d'Amin Thierman, est-ce qu'il vous convient? Bon, il n'a pas à me convenir, donc après c'est un... Est-ce qu'il est juste ou une partie de justesse dans le sujet? Oui, globalement, évidemment, oui. Après, surtout, bien sûr, sur le parcours récent avec la sélection. Bon, après, il y a bien sûr sur le passé, il faudrait s'étendre plus longuement, mais c'est un bon raccourci. Ouais. Je ne veux pas parler trop de Bretagne, il faut mettre un ciré, peut-être des parapluies pour pouvoir aller voir un peu et passer le temps pour voir tout le travail que vous avez fait dans votre carrière en Bretagne. Mais finalement, avant de parler de cette Coupe d'Afrique des Nations, vous avez plusieurs casquettes, c'est ce que les gens oublient. Vous n'êtes pas que sélectionneur des A, vous avez les A'. Je vous ai souvent rencontré dans les stades de championnat en Ligue 1 pour observer un petit peu d'abord le jeu, la qualité de jeu, le comportement des joueurs dans le championnat local. Vous devez gérer le CHAN, c'est-à-dire les joueurs, le produit local, le produit du terroir chez nous. Avant de commencer à parler de Cannes, les quelques semaines ou quelques mois que vous avez passés ici, qu'est-ce que vous avez marqué sur votre calepin? Le foot en Algérie, c'est comment? C'est la passion. Sans langue de bois, il y en a pas ici, mais la passion, c'est ce qui m'attirait aussi, parce que c'est un pays de foot, ça on le savait, je le savais. Bon, c'est confirmé parce que d'abord l'accueil a été chaleureux partout, que ce soit au niveau de la fédération, au niveau de la population. J'ai qu'à me réjouir de l'accueil que j'ai reçu ici, et bien sûr la passion du foot, on le voit, elle est présente, elle est omniprésente. Mais je m'y attendais. Un petit après je dirais ce qui est un gros problème, je pense, c'est le problème de la violence dans les stades. Et là, bien sûr, c'est
c'est quelque chose qui peut être une entrave justement au développement du football. Et il faudra trouver des solutions pour que cessent ces violences. Donc retrouver la notion de sport, de fair play, de plaisir. Et ça, c'est très dommageable. Donc bon, ça, c'est une réflexion qui doit être très présente. Et après, dans ma fonction, si je suis venu en Algérie, c'était pour le développement du football algérien. Comme je l'ai dit, je pense qu'il y avait un potentiel, il y avait un contexte qui me plaisait. Et donc, je suis au service du football algérien. Donc, au-delà de l'équipe nationale, qui reste quand même mon souci majeur, c'était aussi, évidemment, d'avoir de l'impact dans tous les domaines, notamment au niveau des joueurs locaux. Parce que c'est vrai que l'équipe nationale a ses résultats, surtout grâce à ces binationaux, mais si on veut faire développer le football, ce sera aussi de l'intérieur et donc au travers des joueurs qui évoluent ici en Algérie. Donc c'est pour ça que j'ai tenu aussi à avoir la responsabilité des A'. Je me réjouis d'ailleurs des 3 rassemblements qu'on a eus qui m'ont permis de découvrir les joueurs locaux et il y a un bon écho justement au travail qu'on a pu faire. Et puis évidemment il y a la formation de cadre aussi, donc parce que même si j'ai pas encore trop participé à ça, je suis au service de la DTN pour apporter mon expérience dans ce domaine-là. Donc je pense que le poste de sélectionneur aussi impose justement d'avoir de bien maîtriser tous les paramètres du football national. Vous avez dit beaucoup de choses dans votre première réponse dans cette émission. Vous avez parlé de violence, vous avez parlé de championnat local, vous avez parlé de sélection. En fait, quand on y réfléchit, vous êtes un entraîneur, vous étiez un entraîneur de club dans un championnat de France, de Ligue 1 professionnel, dans un club qui jouait souvent, je parle de Lorient bien évidemment, qui jouait souvent le milieu de tableau, voire la première partie du tableau, souvent grâce à votre talent. C'est pas parce que vous êtes là que je le dis, mais c'est vrai, souvent Lorient, dans son style de jeu et votre philosophie de jeu, parce que ce n'est pas nous qui le disions, mais c'est vos compatriotes qui ont parlé de la philosophie Gourcuff. Nous, on ne fait que répercuter celle-ci. Et vous venez en Algérie pour prendre la sélection après une Coupe du Monde. C'est un premier challenge pour vous. Vous partez dans l'inconnu. Deuxième challenge, vous prenez l'équipe locale, c'est-à-dire vous essayez de prendre la paternité d'un championnat local d'un pays que vous ne connaissez pas, et puis vous arrivez justement dans une année exceptionnelle pour nous, les Algériens, parce que c'est une année violente, mais ce n'est pas courant. La mort du regretté est très exceptionnel et vraiment très gentil joueur et bossé, parce que quand je dis gentil, je le dis pas comme ça, parce que je l'ai connu et on l'a reçu sur DLTV. Vous étiez dans le stade hein, à Tizi Ouzou ce jour-là. Vous avez vécu cet événement de plein fouet. Comment vous avez ressenti ces choses-là? Vous arrivez dans un pays, vous avez un challenge, une aventure, une envie, et puis vous vivez un moment dramatique comme ça. Comment vous réagissez? Déjà dans le choix de partir à l'étranger pour prendre une sélection, c'était aussi la volonté de changer. C'est-à-dire que j'ai fait 30 ans moi dans le même club. Je me suis beaucoup investi. Bon, arrivé à un moment, donc il y a eu ce moment de rupture avec mon club parce que je pense que sinon j'aurais terminé là-bas. Il y avait une rupture entre Gourcuff et Lorient? Oui, avec mon président évidemment. Oui, ce qui date pas d'aujourd'hui sur la politique, parce que j'étais plus qu'un entraîneur là-bas. On a quand même créé sur des décennies quelque chose. Donc c'est quand même, il y a des choses que j'accepte pas comme pourrait le faire un entraîneur qui est de passage. Et donc il me fallait un challenge qui me motive. Le challenge était forcément différent. Donc la sélection à l'étranger, dans un pays de passion, c'était pour moi un défi, un challenge qui me motivait beaucoup. Donc voilà, après, j'avais pas la maîtrise de tous les éléments non plus. Quand je suis arrivé, il fallait que je découvre, que je m'adapte, parce que quand on arrive, il faut s'adapter aussi. Est-ce que vous êtes renseigné, quand vous avez eu des contacts avec l'Algérie, est-ce que vous êtes renseigné, le football algérien? Est-ce que des gens vous ont parlé, des gens que vous connaissez, qui connaissaient l'Algérie? Est-ce que vous avez posé des questions avant de venir? J'ai surtout l'équipe nationale, bien sûr, que j'ai vu, je suis allé au Brésil, donc j'ai vu l'équipe, donc j'avais une connaissance quand même assez parfaite de l'effectif de l'équipe nationale. Sur le football local, pas vraiment. C'était
je connaissais le potentiel au travers des sources, des différentes sources, mais je me suis pas renseigné différemment, même si, après, pour moi, c'était impératif aussi d'avoir des personnes autour de moi qui connaissaient, qui maîtrisaient bien l'environnement, et la présence de Yazid Mansouri était une condition aussi pour que je m'investisse dans ce projet. C'est bien quand même un joueur que vous aviez comme un des ténors hein, de Lorient à votre époque. Il avait même le brassard à un moment donné. Un vice-capitaine, mais c'était un joueur de confiance. C'est vrai qu'avec Yazid, il me connaissait bien, il connaissait mon travail. On a une confiance mutuelle et c'était important justement que j'arrive ici avec justement ce support-là. Il vous a donné des infos sur l'Algérie. C'était le taulier, hein, c'était le capitaine à une époque hein, en sélection pendant 10 ans, plus 3 ans, enfin 4-5 ans à peu près, quand même. Il vous a donné des infos sur cette sélection, sur la psychologie, la philosophie de la sélection, l'ambiance, la gestion de la présidence du président Alaoua, par exemple? Oui, même si je l'avais rencontré, donc j'avais pu juger tout de suite les personnes et leur droité, donc ça c'était aussi un élément. Déjà la première chose c'est qu'on m'a sollicité, donc je serais pas venu, j'étais pas à la recherche d'un contrat, il y avait pas de problème, on m'a sollicité pour mon travail, ce qui était quand même valorisant, était qu'une condition pour que je m'investisse. Et après Yazid effectivement m'a dit vas-y, il y a quelque chose à faire. Donc je lui ai aussi fait confiance à ce niveau-là parce que je ne maîtrisais pas toutes les choses. Même si on m'a beaucoup parlé de la presse ici, voilà, finalement j'ai. La presse. La presse a bon dos ici, franchement, parce que en fait, la presse, c'est peut-être l'empêcheur de tourner en rond pour un coach, parce que le coach, il a son plan de travail, sa ligne directrice, et puis la presse, elle est là, elle est curieuse, fouineuse, parfois ne dit pas la réalité des choses, ou la pervertit, ou la travestit, mais ça n'empêche pas véritablement un coach de travailler. Quelquefois, si. Quelquefois, quand ça devient oppressant, parce que ça modifie les comportements. C'est ça le problème. Mais par contre, on est dans un monde, et pas simplement dans le foot, hein, dans le sport. On est un monde médiatique, donc la maîtrise de ça, la capacité à prendre du recul aussi par rapport à ce qui est dit, c'est une condition pour réussir. Donc voilà, j'ai pas mal d'expérience, et je pense la maturité aussi pour supporter ça. Et puis après. J'essaye de ne pas être dans une situation conflictuelle en permanence, parce que je pense que pour vivre, il faut aussi être capable de composer sans perdre, bien sûr, sa ligne de conduite. Et voilà, je pense que c'est un mélange d'expérience, de maturité, pour bien vivre ensemble, parce que c'est une condition pour réussir. Avant de vous jeter en pâture face à des redoutables journalistes, je vais vous donner la parole. On n'a pas le même son que l'orgue que vous avez mis dans le lancement, le rugissement là. On ne l'a pas. Non, mais est-ce que pour vous la presse est à gérer ou est un allié? Ou est-ce que la presse peut être un allié à votre avis? Moi, je la conçois pas. Moi, je ne suis pas un manipulateur. Quel était votre rapport avec la presse avant de venir en Algérie? J'avais de très bons rapports sur la presse locale, donc avec des journalistes avec lesquels je travaillais quotidiennement. Donc, parce qu'il y a un rapport de confiance. Si vous voulez, si vous avez un rapport de confiance entre les personnes, il y a des choses qu'on peut dire en off, par exemple, et après, c'est pas d'accepter tout, parce qu'on peut ne pas être d'accord. Le gros problème de la presse, c'est quand c'est une manipulation dans le souci de faire du scoop et donc de vendre, et là ça donne libre cours à pas mal de choses, à des inventions, à des manipulations qui sont malhonnêtes. Après, vous avez des gens aussi qui utilisent la presse et qui les manipulent à des fins qui sont pas forcément. Voilà, donc l'intérêt. C'est un jeu très très pervers. Pour moi, je pense que de toute manière, mes rapports professionnels et humains sont basés sur l'honnêteté d'abord. Avant de donner la parole, est-ce que vous pensez que la presse est un acteur important dans la vie du football, en club ou en sélection? Parce que la presse influence tout l'environnement, notamment le public, quelquefois aussi les dirigeants, quelquefois les joueurs aussi.
évidemment. Donc c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. Ce qui ne veut pas dire qu'on rentre dans le jeu, dans ce jeu-là. Faut garder sa ligne directrice. Et l'important, c'est le travail. C'est pour ça qu'il faut expliquer aussi ce qu'on fait. Et puis après, avoir ce recul. Si on a des critiques, être capable de les accepter. Alors je ne sais pas si c'est les accepter, mais en tout cas prendre du recul par rapport à ça. Si on est en réaction par rapport à une critique en permanence, c'est invivable et effectivement ça peut et on perd aussi évidemment et puis même son efficacité. Moi j'ai une question à poser, c'est celui qui me brûle un petit peu les lèvres depuis tout à l'heure. Je sais que les premiers contacts avec vous ont eu lieu au mois de janvier 2014, si mes souvenirs sont bons, parce qu'à l'époque il y avait une petite brouille entre le président de la fédération et l'ex-sélectionneur. Vous avez plus ou moins officialisé votre arrivée en Algérie au mois d'avril, quelque chose comme ça, et vous étiez sûr d'aller en Coupe du Monde pour superviser cette équipe. Est-ce que quel est votre sentiment au moment de la Coupe du Monde, lorsque vous étiez en train de superviser une équipe, parce que vous étiez en train de, peut-être vous avez fait un autre travail avec un hebdomadaire français, mais vous avez quand même la possibilité de visionner cette équipe. Quel était votre sentiment à ce moment-là, sachant pertinemment que vous allez prendre la même équipe après la Coupe du Monde? Est-ce que vous aurez souhaité, par exemple, prendre cette équipe durant cette Coupe du Monde? Bon, les choses se font je dirais normalement. Au moment où ça se fait, on ne choisit pas. Il y avait évidemment, quand j'ai pris mes fonctions, je connaissais les difficultés. C'était une équipe qui avait fait une bonne Coupe du Monde, et donc il y avait beaucoup d'attentes. Et bon, après, il y avait eu... j'ai signé dans un contexte aussi où sur le plan médiatique et de l'environnement où c'était pas forcément très très favorable. Hein, donc voilà. Mais après, je n'étais pas à la recherche moi qu'on m'accueille ici. Comme je voulais simplement avoir les conditions de pouvoir exercer mon travail dans de bonnes conditions. Et bon, ce qui a été le cas d'ailleurs parce que dès le mois d'août, voilà, j'ai dit j'étais très bien accueilli par la fédération, par la population aussi. Je savais que bon, l'Algérien est très chaleureux, mais j'ai retrouvé cette chaleur-là et ça m'a mis tout de suite à l'aise, en tout cas dans mon travail. Donc, même si le contexte, je dis, était très très difficile. Justement pour les premiers contacts, parce que bon, ça remonte, comme l'a dit le confrère, en janvier 2014. À ce moment-là, il y avait un sélectionneur en place, dont on ne connaissait pas encore l'avenir avec cette équipe. Est-ce qu'on vous a proposé dès le départ le poste de sélectionneur national? Et est-ce que, et là je fais référence à votre venue à Sidi Moussa, la fameuse visite que vous avez effectuée à Sidi Moussa en même temps que le sélectionneur était en place, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir été un petit peu piégé, c'est-à-dire on a un peu précipiter votre venue a précipité le départ de... À la fin, je pensais que tu allais sauter cette question, mais finalement, il vous la pose. Ma venue n'est pas un problème d'agent. Il n'y a jamais eu d'agent qui sont intervenus. Est-ce qu'on vous a proposé directement le poste de sélectionneur national? Ça veut dire il y avait des... Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que vous pensiez être sélectionneur en janvier et février, ou est-ce que vous vous êtes dit, je me prépare à être sélectionneur après le mondial? Ah, mais de toute façon, c'était... moi, j'étais en poste à Lorient. Mon contrat se terminait fin juin, donc il était hors de question que je quitte mon poste. Après, évidemment, et ça, je pense que c'est vrai dans les clubs. Quand justement, c'est pas des affaires d'agents, parce que quand ça se passe sur quelques jours, là, c'est un problème d'agents. C'est les agents qui mettent en connexion un entraîneur et puis des dirigeants. Mais quand c'est quelque chose de pensé, les contacts se font dans la durée. Dans la durée, il y a une réflexion qui est des deux côtés d'ailleurs qui s'effectue, qui doit être réfléchie, qui doit être bien pensée. Pour moi, il était hors de question que je m'engage avant d'avoir vu l'environnement. C'est pour ça que j'ai tenu à me rendre à Alger, mais alors en toute naïveté, c'est-à-dire que c'était pas du tout pour si mon prédécesseur avait été là, je l'aurais salué. Il n'était pas question de prendre la poste de quelqu'un. C'était simplement dans le cas d'une vacance de poste. Il y avait une possibilité, évidemment, qu'on me proposait. Et donc, après, je vous pose cette question parce que tout simplement, même après la Coupe du Monde, c'est-à-dire, il était encore question que Vaïd reste. Ouais, mais il y avait encore l'espoir. Pour moi, il y avait tout un cinéma. Pour moi, il n'y avait pas de problème, sauf que
dans la mesure où il y avait des contacts qui avaient été pris, il y avait un problème d'honnêteté par rapport à la fédération et notamment au président Raoura avec lequel les contacts s'étaient bien passés. Mais il n'y avait pas de... au mois de juin, si vous voulez, j'ai eu des grosses propositions et j'ai dû dire que j'attendais parce que il y avait une forme de contrat moral. Ouais, exactement. Allez, on va arrêter. Gourcuff est coach de la sélection. Il est qualifié. Il est qualifié en Coupe d'Afrique des Nations brillamment. Alors, avant de parler de ces qualifs, on va parler également de ce tirage au sort dans quelques instants, mesdames, messieurs. Eh bien, on va regarder ce sujet qui a été brillamment monté par un virtuose qui a su mettre les bons mots dans les belles images. Oui, Madi, sur ce sujet qui s'intitule « Les 23 de Gourcuff, les armes de Gourcuff pour la CAN 2015 ». Après le tirage au sort de la CAN 2015 effectué le 3 décembre dernier à Malabo, l'Algérie, version Gourcuff, a hérité d'une poule C relevée, aux côtés de 3 grandes nations du football africain, le Ghana, l'Afrique du Sud et le Sénégal. Gourcuff gardera encore quelques jours secrète cette liste des 23 ainsi que celle des réservistes qu'il ne divulguera que le 15 décembre prochain. Cette liste, qui sera un choix décisif pour affronter ses adversaires du groupe C et sortir indemne de celui-ci avant de croiser la route d'un qualifié de l'autre groupe de la mort, le groupe D, qui a accouché ce tirage atypique de 2015. Après ce tirage, la liste des 23 est déjà dans la tête de l'ancien Lorientais qui a devant lui un défi qu'il n'a jamais encore relevé, jouer une compétition africaine et pas la moindre, la plus prestigieuse de toutes, avec une des meilleures équipes nationales algériennes de l'histoire, mais aussi une des plus difficiles entames de compétition. Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Gourcuff est un homme flegmatique qui ne se démonte jamais devant la presse algérienne, pourtant réputée hargneuse, selon une vieille légende bosniaque. Ja sam najbolji trener sa prostora regiona u bivšoj Jugoslaviji. Jeste li to izjavili? Negdje sam to pročitala kada sam se pripremila. Saudijskoj Arabiji, znači učestvovao sam često u tim tak. Neko govori o meni, nikad ni sa mnom ni popričao. Da pozna neku osobu trebaš... Placide, il se livre avec élégance au jeu des questions-réponses, sans pour autant donner les vraies réponses. Et ensuite, vous m'avez posé... au jour d'aujourd'hui, il y a encore quelques places, je dirais, qui sont encore... en suspens, donc voilà, maintenant l'ossature, vous la connaissez certainement. Ouais. La perception du 4-4-2, à ce moment-là, qui n'est pas la même entre vous et moi. Mais lui, il les connaît, et il sait comment il va vivre et jouer sa CAN 2015. Son prédécesseur avait annoncé la couleur lors de sa première interview dans un journal algérien, chose qu'il n'accordera presque plus aux médias DZ, en martelant « Je suis un général ». Entendez par là, je sais gagner des batailles. Et des fronts, l'enfant de Mostar en a ouvert beaucoup. Mais ça, c'était une autre époque. Gourcuff, lui, n'est pas un gourou qui dirige ses joueurs d'une main de fer en sélectionnant à tour de bras sans qu'aucun joueur ne sache s'il joue ou pas. Le Breton, lui, a son 11 dans la tête et son 4-4-2 s'y adapte à la perfection. On le sent d'ailleurs. Brahimi, Ferroli, Mahrez et les autres n'ont jamais été aussi efficaces, aussi performants et aussi heureux de jouer. Pas besoin de revenir sur les déclarations de certains pour s'en rendre compte, les qualifications à la CAN nous l'ont démontré. Mais les qualifications ne sont pas la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Une compétition où il faut avoir le souffle long, savoir monter en puissance et éviter les pièges redoutables du continent, les blessures dues aux conditions de jeu et un arbitrage pour le moins non conventionnel. La liste des 23 est un choix dicté par plusieurs critères, la forme du moment, la performance,
l'adhésion au jeu de l'équipe, donc du coach, et surtout l'esprit. Ce fighting spirit qui a mené cette équipe au 8e de finale de la Coupe du Monde, Gourcuff doit le retrouver, le cultiver et même l'utiliser pour vaincre. La stratégie d'un général, aussi infaillible soit-elle, ne peut être prévisible. Nous aborderons cette CAN 2015 avec une autre philosophie, avec la logique d'un matheux qui aime le beau jeu, rapide, fluide et simple. Un Breton qui a le contact facile avec les joueurs et qui jusqu'à présent a su les faire jouer un beau football et gagner des matchs. Cela suffira-t-il pour enchaîner 4 gros matchs puis dominer la CAN 2015 en Guinée équatoriale? Gourcuff lui-même ne le sait pas. Ou peut-être qu'il le sait. Réussir à le lui faire dire sur le plateau de Yes Weekend, ça c'est une autre histoire. Philosophie de jeu, esprit de jeu, tout ça, c'est un défi que vous relevez dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez un rapport particulier avec ces joueurs. Alors, est-ce qu'on va arriver à vous faire dire ce que vous allez faire? Ça, je n'y crois pas du tout. J'en suis même certain. Mais quand on pense, après avoir vécu ce tirage au sort, quand vous pensez à cette Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que je vais arriver à sortir du premier tour? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que je vais jouer match par match? Comment le coach pense à ça? Il y a la pression de la presse, vous l'avez dit tout à l'heure, les journalistes essayent de demander de la performance, de mettre la pression sur un coach. Vous, quand vous regardez un tirage au sort, vous réfléchissez comment? Vous savez, gagner, fait partie de la compétition. Donc, quand on fait du sport, c'est pour gagner. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de le répéter chaque jour. Par contre, il faut se concentrer sur la façon de gagner. Donc, moi, ce qui me préoccupe au quotidien, c'est la façon de gagner. C'est pas de dire tous les jours, il faut gagner. Oui, mais une compétition, la façon ne compte pas. Il faut juste gagner. La façon d'y arriver, c'est essentiel. Il y a quelque chose dans le reportage qui est très juste. Vous savez, je pense que c'est là où on diffère en termes de conception et de sensibilité. C'est-à-dire où on peut simplement voir le résultat sur du court terme. Voilà, on pense résultat. On gagne, on perd. Donc c'est binaire. Mais le résultat, on peut aussi concevoir le sport comme le résultat, la résultante d'un épanouissement. Et donc il y a quelque chose de très juste. C'est que pour être performant, il faut être heureux. Il faut être heureux de jouer et il faut être heureux tout court. Et donc, et après, ça suffit pas. Être heureux, c'est aussi de justement avoir la capacité que chacun soit heureux dans ce qu'il fait pour qu'il soit un peu plus performant. Comment vous arrivez à croire en 2014 quand le foot, c'est du fric, c'est de la performance, c'est de la victoire? Comment vous arrivez à croire encore que le football, c'est du plaisir, c'est du bonheur? Comment vous arrivez à faire croire ou à convaincre des joueurs professionnels qui font du football leur métier, juste du plaisir, rentrer sur un terrain et être heureux comme des gamins? Est-ce que vous arrivez à le faire, ça? C'est l'objectif, parce que le reste est secondaire. Et c'est ça qui est à la fois complexe, mais qui est motivant. C'est-à-dire, il y a des valeurs de jeu, des émotions. Le foot, c'est des émotions. Des émotions qu'on partage avec bien déjà les émotions qu'on éprouve soi-même, les émotions qu'on éprouve avec les partenaires, la communion avec le public, avec aussi quand on a tout un peuple derrière, en termes de motivation évidemment. Et ça, je pense qu'en Algérie ici, il y a un atout important. Il faut savoir l'utiliser. Ce sont les émotions qui permettent de se surpasser et d'aller plus loin et d'arracher un résultat. Vous l'avez perçu ce syndrome algérien, ce virus, cette maladie qui s'appelle football, vous le sentez en Algérie? C'est palpable chez vous? Oui, évidemment. Je dis au quotidien parce qu'on m'interpelle, on parle de foot partout. Mais ça, je m'y attendais un petit peu, mais c'est évidemment confirmé. Mais même, je dirais, dans le groupe de joueurs en sélection, je suis assez étonné par la spontanéité qui existe, c'est-à-dire justement le plaisir qu'ont les joueurs à déjà être ensemble. C'est un groupe qui vit de façon exceptionnelle. Moi, j'ai connu des groupes de Ligue 1 française où ça parle pas, ça communique pas. Là, si on les laisse justement vivre ensemble, il se passe quelque chose entre eux. Ils ont déjà des émotions. Et après, sur le terrain,
c'est la même chose, c'est de créer des relations entre les joueurs. C'est aussi le rôle de l'entraîneur, de créer des relations entre les joueurs dans le jeu de passe, dans la coopération. Et bien sûr, après, il y a des aspects tactiques justement qui permettent de le faire. Donc il y a cette rigueur qui est indispensable. Voilà, c'est ça, c'est ma conception du sport et de ma fonction. Avant de laisser la parole à tous les journalistes, à Rafik, à Jamel, à Amine, je voulais vous poser une question. Quand vous parlez de plaisir de jeu, quand moi je vois par exemple pendant ces qualifications, notamment les 4 premiers matchs, même le 5e face à l'Éthiopie, on va parler du Mali tout à l'heure et le dernier match qu'on a perdu, le seul que vous avez perdu pendant ces qualifications, on parle de plaisir de jeu, le plaisir des joueurs. Il y a une question que moi j'ai envie de vous poser. Souvent, il y a des joueurs qui deviennent entraîneurs. Vous l'avez été joueur, vous êtes devenu entraîneur. Quelle est la différence entre le plaisir de jouer sur le terrain, être acteur du jeu, et le plaisir qu'a un coach sur la main courante, sur le banc? Quel plaisir vous tirez de cette équipe? Je vais vous faire une confidence, Christian Gourcuff. J'ai regardé beaucoup de vos matchs en tant que coach en sélection et je me suis laissé penser cette idée en me disant, Gourcuff, il a de la chance. Il a une des plus belles sélections algériennes qu'on ait jamais eues. Il doit vraiment avoir beaucoup de plaisir à coacher cette équipe. Quel genre de plaisir on peut avoir quand on coach cette équipe? Le plaisir du foot, c'est le plaisir du coach. Non, le plaisir du foot, c'est le plaisir du terrain. J'ai été joueur, ça a été une passion. Et quand j'ai dû arrêter de jouer, ça a été une rupture, une souffrance. Et après, je suis coach et le plaisir, on l'a par procuration. C'est-à-dire, en fait, on éprouve du plaisir par le plaisir qu'ont les joueurs, justement, à jouer. Alors, c'est pas la même chose, c'est pas la même dimension, mais il y a aussi des satisfactions. Et bon, c'est des choses qu'on doit accepter. Mais effectivement, moi, la meilleure récompense que j'ai, c'est quand les joueurs expriment le plaisir qu'ils ont à jouer avec moi. Je ne pense pas qu'il y ait des journalistes qui posent ce genre de questions, mais on voit souvent des coachs euphoriques avec des gestes un petit peu extravagants sur le banc quand leur équipe marque un but. Quelle est la sensation quand votre équipe arrive après avoir fait un superbe jeu, une construction de jeu, de passes, ce que vous adorez, hein. Je ne vais pas apprendre aux gens, même si dans notre public ce soir, il y a une école qui est ici dans le centre Foot 5 de Stawali, du Milan AC, une des plus grandes, une prestigieuse école. Je sais que vous aimez l'école du Barça, c'est-à-dire la construction de jeu, une philosophie de passe. Et c'est un mot que j'aime beaucoup, je suppose que vous l'aimez aussi, passe, c'est-à-dire arriver au but après avoir élaboré une stratégie pour arriver justement à ce but. Quelle sensation vous avez quand il y a un joueur qui la met au fond? Qu'est-ce que vous ressentez? Oui, c'est l'aboutissement. Il n'y a pas que ça dans la fonction, il n'y a pas que ça dans le match aussi. La façon de récupérer le ballon, de la coordination, donc il y a beaucoup de choses. Mais effectivement, l'expression du foot, c'est la créativité. Donc comme je l'ai dit, ce sont des émotions. Et les émotions, c'est quand il y a la création. Et il y a une autre dimension, c'est la création collective. C'est-à-dire que quand justement les joueurs mettent en commun leur imagination pour arriver à une œuvre collective. C'est pas les mêmes émotions que sur le terrain, c'est-à-dire qu'on n'explose pas, mais il y a une grosse satisfaction intérieure. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'est passée il y a quelques années, c'était en 1996. Donc j'ai eu à interviewer un grand joueur, c'est Kaloucha Boualia. Il venait de se faire, la Zambie venait de se faire éliminer en demi-finale de la Coupe d'Afrique 1996 par la Tunisie, alors que les Zambiens étaient, disons, favoris. Ils venaient d'éliminer l'Égypte en quart de finale. Je lui ai dit, pourquoi cette élimination? Il m'a dit, vous savez, il viendra le jour où la Zambie va remporter cette Coupe d'Afrique. Avec des joueurs qui seront peut-être moins talentueux que nous, mais avec une meilleure organisation et avec un meilleur professionnalisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec Kaloucha Boualia? C'est-à-dire que le talent, finalement, ne suffit pas. On a beau avoir de grands joueurs, mais il faut être apte à jouer
un tournoi, a gagné 6 matchs pour remporter à la fin un grand trophée qui s'appelle la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, tout à fait. Non, tout à fait. Il y a beaucoup de choses dans le résultat, c'est la conjonction de beaucoup de choses. Donc, déjà sur le plan collectif, donc il y a cette rigueur, donc cette cohésion aussi mentale aussi, qui vient de la motivation, et le talent, c'est une des facettes pour réussir, mais c'est pas la seule. Si vous avez des joueurs qui sont talentueux mais qui cohabitent pas ensemble, qui cohabitent pas bien en dehors du terrain et surtout sur le terrain, vous pouvez pas être compétitif. Est-ce qu'aujourd'hui la fédération algérienne a mis tous les moyens pour cette équipe? Est-ce que vous sentez qu'il y a une organisation professionnelle derrière cette équipe? Oui, ça je l'ai dit. C'est pas parce que c'est mon employeur, mais je le dis très franchement. C'est en termes de logistique, en termes de le centre technique qui est remarquable et tous les moyens qui sont mis en termes de préparation. S'apparente aux grands clubs européens. Donc vraiment, je pense qu'en Afrique, il y a, j'ai pas une connaissance de toutes les sélections, mais c'est vrai que tous les peu d'équipes. Oui. Moi, je pense que là, j'ai vraiment pas à me plaindre là-dessus. Moi, je voudrais revenir sur la question que vous avez entamée avec le coach. Maintenant, les langues commencent à se délier un petit peu, malgré l'euphorie dans laquelle baignait l'équipe algérienne avec votre prédécesseur. Et je n'aime pas faire de comparaison ici. Mais la réalité nous pousse à faire une forme de comparaison. Je veux dire que les joueurs étaient quelque peu tétanisés, craintifs. Maintenant, ils commencent à parler, ils ont dit ce qu'ils ressentaient avec l'ancien coach. Maintenant, on les sent beaucoup plus libres sur le terrain et ça apparaît sur le terrain, libérés totalement. On sent une sérénité qui se dégage et naturellement, cette sérénité leur donne une certaine force pour entamer les différentes échéances. Est-ce qu'il y a une recette Gourcuff? Je suis pas sûr qu'il vous réponde à cette question. Hein. Non, après chacun a vous savez, chacun a sa perception, sa sensibilité. Je crois que la conception du foot, mais la conception du foot, c'est la conception de la vie. Donc ça va au-delà même du foot. Ça se négocie pas. C'est-à-dire que vous l'avez en vous, vous croyez en des choses. D'autres coachs croient en notre philosophie, une façon de vivre. Moi, je pense que la performance, elle vient justement du plaisir. Plaisir de jouer, plaisir d'être ensemble. Et donc après, c'est aussi ce que j'essaye de développer. Donc voilà. Après, c'est rassurant de trouver ça auprès de l'équipe actuelle, des joueurs. Oui, évidemment, c'est ce que j'ai cherché à faire, c'est qu'ils retrouvent du plaisir à jouer. Maintenant, il y a une stratégie aussi. On peut pas laisser dire, faites-vous plaisir et puis c'est tout. Il faut un cadre très rigoureux justement qui permette à chacun, parce que c'est chacun qui doit éprouver ses émotions. Le jeu collectif, ça demande aussi justement le partage des devoirs et puis aussi de la reconnaissance. Donc voilà, c'est un équilibre qu'il faut trouver pour que chacun se sente bien. Les joueurs sont réceptifs actuellement. Très réceptifs? Oui, d'autant plus qu'on gagne, parce qu'il ne faut pas occulter non plus que le résultat conditionne beaucoup de choses et qu'une équipe vit mieux dans le succès que dans la défaite. Et déjà après le Mali, on voit, j'ai bien vu, forcément, ce serait d'ailleurs pas normal qu'une équipe vive bien dans la défaite. Amin Thierman, une équipe algérienne bretonne, c'est très réducteur comme qualificatif, mais la version Gourcuff, ça vous inspire beaucoup quand même. Alors justement, je voudrais un peu résumer ce qu'on s'est dit pendant cette première partie de l'émission. On a parlé de la presse, que Riyad qualifie d'hargneuse. On a parlé de l'après-Coupe du Monde. Je ne peux pas qualifier la presse d'hargneuse parce que je fais partie de cette presse. Je ne m'autoriserai pas du tout à dire ça. Et donc Jamal Rachdi a aussi parlé de l'après-Coupe du Monde, même dans le VTR, on l'a signalé, que c'est toujours difficile de prendre une équipe après un bon tournoi, être successeur d'un entraîneur qui était plus ou moins populaire dans un pays qui respire le foot.
et qu'après on n'a pas beaucoup de temps, comme on l'a vu dans les reportages, et devoir rester dans la même dynamique de bons résultats pour assurer la qualification alors qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc on a parlé de l'après-Coupe du Monde, on a parlé de la presse, on a parlé aussi de la population algérienne qui est très passionnée. Vous nous avez dit, coach, que vous vous faites interpeller par les gens dehors et que vous avez découvert en quelque sorte cette passion des Algériens. On vous a même vu suivre nos reportages avec beaucoup d'intérêt. On peut dire que ça fait partie un peu des découvertes que vous faites ici en Algérie. On a parlé de challenge sportif, mais c'est aussi une découverte humaine de vivre tout ça, parce que la presse, si on compare ce que vous vivez ici en Algérie avec ce que vous avez vécu pendant de très longues années à Lorient, Lorient qui était un club plus ou moins beau à voir, avec votre philosophie de jeu et tout ce qui s'ensuit, mais vous ne faisiez peut-être pas un trouble fait dans ce championnat français, en fait, où ce petit club breton venait troubler un petit peu le championnat français, c'est ça? Ce n'était pas peut-être le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille, où la pression est toujours présente chez les entraîneurs et tout ce qui s'ensuit. Donc être sélectionneur d'un pays qui respire le foot, être dans la une de la presse quotidienne sportive algérienne, ça a été un peu une découverte aussi pour vous. Ce qui a une petite pression que vous vivez lorsque vous lisez le journal ou lorsque vous suivez un peu d'éventuelles critiques de la part des Algériens. J'adore le rictus de Christian Gourcuff. Est-ce que vous avez de la pression? Franchement, est-ce que vous avez de la pression? Non, parce que la seule pression, c'est... si vous voulez, j'attends pas le jugement des autres. C'est très prétentieux de dire ça, mais je vis pas dans l'image. Non, c'est pas prétentieux, c'est que vous arrivez à le gérer. Je pense que je fais pas preuve d'autosuffisance, c'est-à-dire je suis très exigeant envers moi-même. Il n'y a qu'à voir mon rictus, c'est-à-dire pendant les matchs, parce que je suis rarement... même en conférence de presse. Hein. Donc mais par contre, je me juge en permanence, et ce qui me fait avancer, c'est mon jugement, mon propre jugement. Alors évidemment, on vit mieux quand autour on est félicité que dans le. Mais c'est pas mon élément de jugement, c'est pas ma façon de vivre. Donc je l'accepte d'autant mieux, je le vis d'autant mieux. Donc la pression, c'est moi qui me la mets dans la volonté de réussir. Une autre question peut-être par rapport au tirage au sort de la Coupe d'Afrique, on n'en a pas beaucoup parlé, on sait que vous allez jouer des ténors. Aujourd'hui, l'Algérie fait partie, on en a parlé avec Alafi Khabib dans les coulisses, aujourd'hui le tournoi africain, la Coupe d'Afrique des Nations, figure parmi les tournois les plus imprévisibles par rapport à l'Euro par exemple, ou par rapport à la Coupe du Monde. Même à la Coupe du Monde, oui. Même par rapport à la Coupe du Monde, c'est-à-dire que tout à l'heure, Alafi Khabib, ici présent, m'a dit que c'est difficile de deviner un vainqueur de la Coupe du Monde de 2 ans ou quelques mois de la CAN, contrairement par exemple à l'Euro. Aujourd'hui, l'Égypte n'y est pas, le Nigeria tenant du titre n'y est pas. Après, il y a des équipes comme la Côte d'Ivoire qui possèdent des stars depuis quelques années. C'est une génération dorée, mais qui ne remporte pas depuis 22 ans une Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, on peut dire que le favori de la Coupe d'Afrique ne remporte jamais ce tournoi. Et on sait tous, depuis le tirage au sort, il y a des joueurs, des spécialistes africains qui nous voient comme étant le vrai favori de cette Coupe d'Afrique sur le plan du jeu, sur le plan des statistiques et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez un peu à ce genre de statistiques que le favori de la Coupe d'Afrique ne remporte pas forcément la CAN? Alors déjà, pour moi, être favori ou pas, c'est pas quelque chose qui m'importe. Je le lis, je vois, mais c'est pas vraiment important. Voilà. Après, je l'avais dit aussi dans ma prise de fonction, c'est que évidemment, je m'attendais à ça. C'est-à-dire que l'Algérie avait pris un statut et puis qu'il fallait l'assumer. C'est-à-dire que le problème, l'Algérie pendant la Coupe du Monde, c'était un challenger. C'est une équipe qui a bien défendu, qui a été très très valeureuse dans la défense. C'est-à-dire c'est un challenger qui défendait. Qui s'est bien défendu, même contre l'Allemagne, qui est le match de référence, elle l'a perdu. Par contre, qui s'est battu valeureusement. Mais à la différence, en Coupe du Monde, on n'était pas une équipe attendue. On était une équipe qui était là pour créer la surprise. Justement. Alors que là, en Coupe d'Afrique des Nations, tout le monde nous attend. Mais de toute manière, avec la Coupe du Monde, on avait basculé dans une autre situation. Donc on a un statut où là, il faut assumer ses responsabilités. Donc on n'est plus dans une situation où on se défend, mais une situation où on doit maîtriser le match, maîtriser l'adversaire, maîtriser le jeu.
Et donc il faut l'assumer, il faut pas se voiler la face, évidemment. Est-ce une bonne chose pour vous, le fait de voir que la Coupe d'Afrique est irrégulière, que la plupart du temps c'est des équipes outsiders et des équipes dont on compte pas beaucoup qui arrivent en finale, comme la Burkina Faso en 2013 ou la Zambie en 2012. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de surprises dans cette Coupe d'Afrique. Est-ce une bonne chose pour vous de voir que les ténors ne sont pas forcément les favoris, ou vous vous méfiez face à des équipes comme l'Afrique du Sud par exemple, ou d'autres équipes qui sont moins populaires et moins attendues que la Côte d'Ivoire et le Cameroun? Je pense que c'est, comme j'ai dit, c'est très dense. Le groupe est très dense, mais même les valeurs sont très incertaines. Donc déjà, il y a cette évaluation-là. Je pense qu'en Europe, c'est beaucoup plus clair en termes de hiérarchie. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a surtout les conditions de jeu. C'est quand même la grosse interrogation, c'est-à-dire l'état des terrains déjà. On a vu, pour nous, je dis pas qu'on a fait un exploit en gagnant en Éthiopie, mais quand j'ai découvert le terrain, je me suis dit on pouvait pas faire valoir tous nos atouts, quoi, parce que sur un terrain de bonne qualité comme en Coupe du Monde par exemple, là je pense qu'on a davantage de chance avec notre qualité technique et notre capacité à faire circuler le ballon que sur des terrains où on peut pas faire 3 passes. Donc l'interrogation, ça va être aussi les conditions de jeu. Il y a d'autres aspects, qui restent là aussi, les aspects climatiques, évidemment, qui encore ajoutent de l'incertitude. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que la CAN est un tournoi qui recèle davantage d'incertitude que. Est-ce que vous avez une idée précise sur les conditions en Guinée équatoriale? Alors sur le terrain, non, parce qu'il va être refait, donc il change la pelouse. Heureusement d'ailleurs, parce que j'ai des photos et une vidéo du terrain, c'est catastrophique. C'est même pas une pelouse. Bon, ça va être refait, donc on attend, avec les dangers aussi que la pelouse tienne, parce que c'est un problème. En termes des conditions climatiques à Mongomo, c'est relativement favorable parce que assez acceptable. Voilà, c'est ça. Donc après, il y avait une température qui sont en dessous de 30, 20, voilà. Donc voilà, ce que conditions d'hébergement. Conditions d'émergement, qui sont pas terribles, mais je dirais que là, est-ce qu'on est fixé sur le lieu de? Oui, la FAF justement a un temps d'avance aussi sur les autres fédérations en termes de logistique. Donc là, on sera, même si ce sera pas extraordinaire, on sera pas les plus défavorisés. Je pense qu'avant juste après le tirage au sort, je pense que le président de la fédération, c'est pas pour dire du bien, mais il fait son boulot et il a déjà assuré un peu le lieu de l'équipe. Mais le seul problème, c'est pas l'hébergement, c'est plutôt le stade d'entraînement, de préparation. Voilà. Est-ce que vous connaissez votre lieu de préparation, d'échauffement, d'entraînement avant les matchs? Parce qu'ils sont pas faits. C'est pour ça que le seul problème, c'est les conditions d'entraînement, de match, parce que les pelouses sont pas faites. Donc voilà, on est dans l'expectative, quoi, dans le tour. J'ai apprécié votre exposé en conférence de presse dimanche dernier sur votre, je dis votre, mais c'est le 4-4-2, mais c'est votre 4-4-2, le 4-4-2 Gourcuff, où vous avez un peu expliqué que le 2 du 4-4-2, c'est plutôt Slimani devant et Brahimi derrière. Alors, dans votre philosophie, Slimani, c'est le chasseur de la dernière passe dans la surface, et Brahimi, c'est le joueur qui récupère le ballon. Alors, c'est ou l'un ou l'autre. Ça dépend. J'ai vu, par exemple, une action de jeu où c'est Slimani qui donne le ballon à Brahimi, qui met un superbe ballon dans la lucarne. Ça aurait pu être l'inverse, hein. Ça aurait pu être Brahimi qui donne à Slimani un peu plus libéré et qui met le ballon au fond. Donc, c'est les deux attaquants, c'est les deux offensifs. Il y a Ferrouli et Mahrez qui sont dans le 4, c'est-à-dire qui sont milieu de terrain, à côté ou autour des deux récupérateurs. C'est bien ça votre philosophie. Et c'est évolutif. Mon 4-4-2, enfin, l'émission, elle dépasserait, hein, s'il fallait. Si vous voulez, le 4-4-2. Non, mais c'est votre émission, prenez le temps que vous voulez. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'organisation, voilà, on dit 4-4-2, c'est bien sûr l'animation, parce qu'une organisation, c'est forcément une animation. Et alors, il y a le 4-4-2, en fait, il se forme, il se reforme à la perte du ballon. C'est-à-dire que c'est là où vous pouvez avoir, normalement, donc vous devez voir
devez voir le 4-4-2. Voilà. C'est-à-dire Brahimi qui remonte avec Slimani, et puis après une animation, c'est pas non plus figé, bien sûr, mais avec une déformation qui est travaillée du bloc équipe. Après, dans la phase offensive, parce qu'il faut aussi l'organisation est au service des joueurs, donc il faut mettre le joueur dans les meilleures conditions. C'est-à-dire, si j'ai pris l'exemple, l'association Slimani-Soudani n'est pas la même que l'association Brahimi-Slimani. Donc, et là, il faut être capable justement de tirer le meilleur de chacun. Et donc, évidemment, Brahimi-Slimani sont assez complémentaires, avec deux joueurs qui n'évoluent pas sur la même ligne quand on est en possession du ballon. Slimani, son gros point fort, c'est sa capacité à prendre les espaces, par ses appels en profondeur, et très complémentaire aussi justement de la construction au milieu de terrain. Et Yacine Brahimi, qui est un joueur qui est un dribbleur extraordinaire, qui est un joueur qui a une qualité extraordinaire, c'est sa capacité à se retourner, c'est-à-dire à jouer dos au jeu et à se remettre dans le sens du jeu. Et donc qui, dans ce rôle de meneur de jeu, excelle. Donc les deux, évidemment, dans la phase offensive, ne sont pas sur la même ligne. Et à ce moment-là, si on fait une photographie de l'équipe à ce moment-là, elle n'est pas en 4-4-2. C'est-à-dire que vous n'avez pas deux attaquants devant sur la même ligne. C'est pas figé, quoi. Voilà, c'est évolutif. Évidemment. Mais les déplacements sont quand même coordonnés. Est-ce que vous pouvez faire entorse à votre schéma un jour contre une équipe qui peut vous chambouler Je crois que l'efficacité, ça vient des automatismes. Donc je crois aux automatismes. Donc c'est pour ça que ce cadre, il doit être une assise pour l'équipe. D'accord. Mais qui ne doit pas être un blocage pour l'équipe. Après, ponctuellement, si on peut sécuriser, si on veut sécuriser, parce que à ce moment-là, on prend, on met un récupérateur entre les deux lignes et on a l'impression de se sécuriser. Mais si vous le mettez là, c'est au départ du ballon qu'il peut avoir des problèmes. Donc ça peut se diluer et qui se retracte, quoi. C'est-à-dire qu'en fonction de l'adversaire, en fonction de. Mais l'organisation doit être capable de répondre à tous les problèmes que nous pose l'adversaire. Toujours imposer son jeu. J'ai lu par exemple aujourd'hui une remarque de l'entraîneur tunisien sur le Sénégal. Il a dit que le Sénégal est une équipe très forte. Il ne faut pas essayer de la dominer, mais de la gérer. Est-ce que vous pouvez faire... je ne crois pas. Est-ce que vous voulez dominer le Sénégal ou gérer le Sénégal? On veut dominer tous nos adversaires. Toujours dominer. Voilà. Maintenant, c'est pas toujours possible. Donc il y a un match, il y a un rapport de force. Donc il faut être capable, à un moment donné... Comment vous auriez joué le match contre l'Allemagne? Contre l'Allemagne? Oui. C'est une colle, Christophe Gourcuff. Je pense que j'aurais joué un peu plus haut, sans être trop haut quand même, mais parce que effectivement le point faible de l'Allemagne était vulnérable dans la gestion de la profondeur, et on l'a bien vu. Donc il fallait se ménager quand même de l'espace, mais ne pas trop subir quand même. Et je pense que, mais bon, après je pense que sur le plan stratégique, il n'y a rien à dire sur la façon de. Après, sur les choix des joueurs, ça se discute toujours. Mais sur un match contre l'Allemagne, il y a. Voilà, c'est bien passé. Ça s'est pas bien terminé. Mais pas trop mal passé, on va dire. Le match, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc voilà. Amine. Revenons coach à la CAN. On espère affronter une nouvelle fois. Vous avez affronté une nouvelle fois l'Allemagne en Coupe du Monde 2018. Pourquoi pas? On a compris que c'est une organisation un peu basée sur le potentiel de Brahimi, autant que je sais pas comment vous l'appelez, ce deuxième avant-centre ou 9,5 ou un peu meneur de jeu beaucoup plus offensif. Mais en cas de défection de Brahimi, chose que nous souhaiteraient bien évidemment pas, peut-on connaître qui est la doublure de Brahimi à ce poste, ou si Brahimi n'est pas là, vous changerez peut-être complètement de stratégie? Moi, je suis l'avocat de Gourcuff dans cette émission, et je peux vous dire que c'est le genre de question où il n'aimerait pas répondre, mais vous êtes obligé quand même de répondre. Qui pourrait jouer à la place de Brahimi, si Brahimi, par exemple, parce que c'est un tournoi, ça arrive, hein, Zidane a pris un carton contre l'Arabie Saoudite, je crois, en Coupe du Monde 98, ça peut arriver. Qui peut être doublure de Brahimi? Je vais pas y répondre, déjà, mais
Vous avez, contre le Mali, bon, justement, l'expérience Soudani, Slimani, bon, même si elle n'a pas été concluante, était aussi intéressante justement à tenter, parce que c'était aussi des choses qui peuvent arriver. Yacine avait dû être blessé aussi à un match, et bon, j'avais demandé à Sofiane, je crois, de jouer plus haut. Enfin, bon, voilà, donc après, je dirais qu'il y a Yacine est évidemment un élément important de l'équipe, et il faut le mettre dans les meilleures conditions, et c'est en tout cas ce que je me suis efforcé de faire en prenant mon poste. C'était clair que pour moi, c'était un joueur qui était exceptionnel et qu'il fallait le mettre dans les meilleures conditions. Maintenant, il peut, malheureusement, l'équipe d'Algérie peut jouer sans Yacine Brahimi, même si elle perdra en termes de potentiel. Donc, voilà, compris, dans l'immédiat, Djamel, dans l'immédiat, peut-être qu'il n'y a pas le même profil. On ne possède pas le même profil que Yacine Brahimi, mais pour après la CAN, on aura le temps de préparer l'autre Coupe d'Afrique et tout. Est-ce qu'il y a un joueur, que ce soit en Europe ou même ici, qui peut-être ne sera pas concerné par cette Coupe d'Afrique, mais qui est susceptible d'être un peu la doublure sur le plan, je parle du profil technique de Brahimi, que ce soit dans le championnat algérien, ou je pense indirectement peut-être à Youssef Belaïli qui revient un peu qui a retrouvé petit à petit peut-être sa forme, mais qui n'est peut-être pas prêt pour cette CAN. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'un joueur comme Belaïli de l'USMA possède un peu le même profil que Yacine Brahimi sur le plan technique et je parle du poste dont vous venez de citer? Oui, non, je pense pas, parce que c'est pas du tout le même profil. Bon, parce que en termes d'expérience aussi, hein, donc il faut pas, je condamne pas Belaïli, mais c'est un joueur qui est très talentueux techniquement, mais qui joue par coup, qui n'a pas avoir une influence collective, je dirais, en tout cas actuellement dans son. C'est un joueur par contre qui est capable de faire des différences ponctuellement. Alors que Yacine non seulement il fait des différences, mais il a un impact vraiment sur le jeu collectif de l'équipe. Alors, messieurs, je suis obligé de te couper, Djamel, oui. Avant de parler du tirage au sort justement de ce groupe que vous allez commenter dans quelques instants, Christian Gourcuff, je voulais vous poser une question que beaucoup d'Algériens se posent. Parce qu'il y a deux idoles dans cette équipe. C'est des idoles. Les idoles, c'est quelque chose d'un peu irrationnel. C'est pas du tout la philosophie et votre conception. L'irrationnel, vous êtes plutôt un matheux, quelqu'un d'assez logique. Il y a deux stars dans cette équipe. Et c'est même mon avis. Je ne sais pas si c'est l'avis de tout le monde ici. Ils sont tous journalistes. Il n'y a que vous qui êtes le coach national. Et ce soir, vous êtes obligé de donner votre opinion dans ce plateau. Pour moi, il y a deux joueurs qui sont véritablement des piliers de l'équipe. C'est Brahimi, qui vient d'émerger. Je ne vais pas dire grâce à vous, mais en partie à partir de votre arrivée en sélection, où il a pu s'exprimer, il a eu de la chance. On dit que le football, un ancien confrère à moi à la radio disait le football n'est pas une science exacte, donc les choses peuvent exploser d'un moment à l'autre. Brahimi, entre son but contre la Corée, je pense que son histoire en sélection a débuté à ce moment-là, et grâce à vous aussi. Mais il y a un autre joueur qui, pour moi, est l'âme de l'équipe, c'est Sofiane Ferrouli. Alors, pour vous, quel est celui qui est le pilier, la colonne vertébrale? Je vois que vous souriez là, mais est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ou est-ce que c'est l'un et l'autre? Sofiane Ferrouli et Yacine Brahimi. Je vous dis au départ que je conçois le foot collectivement, donc ça ne veut pas dire enlever la personnalité aux joueurs, mais chacun apporte un plus. Quand je dis ça, je n'enlève aucun mérite à aucun des deux. Après, bien évidemment. C'est évidemment deux joueurs qui sont extrêmement intéressants, qui sont des joueurs qui confirment aussi au niveau européen. Donc c'est évidemment deux joueurs de qualité. Mais on ne peut pas réduire simplement l'équipe à ces deux joueurs et en plus les mettre en concurrence. Non, ils sont complémentaires. Ils ont la chance aussi d'avoir, sur le plan relationnel, d'avoir des affinités. Donc ça apporte aussi un plus, je pense, à leur coopération sur le terrain. Donc, moi, je ne vous demande pas de les mettre en porte-à-faux tous les deux parce que, en fait, non, mais vous avez un garçon comme Mehdi Lassène, si vous voulez, qui fait pas d'exploit, mais si vous regardez ses prestations avec l'équipe nationale sur les éliminatoires, est assez étonnant. Assez étonnant. Vous l'avez rarement dit, voire peut-être pas du tout, Mehdi Lassène en capitaine, en taulier, en patron, parce que vous avez en fait deux patrons dans cette équipe, Lassène et Majid Bouguera. Même si Majid ne joue pas titulaire tout le temps.
mais ZRTV a suivi cette Coupe du Monde, a suivi cette équipe et a compris l'impact et l'aura qu'a Majid sur les joueurs et le respect qu'il a. Et je pense qu'en tant que coach, vous avez besoin de relais dans cette équipe. Il y a deux bonhommes, il y a deux grands bonhommes dans cette équipe. Et si je me trompe, vous me corrigez. C'est Lahsen et Bouguera. Vous pouvez les utiliser tous les deux à différentes façons. Est-ce que Lahsen, autrement que psychologiquement, est-ce que sur le terrain, c'est quelqu'un qui a un rôle très important dans cette équipe? Oui, il a prouvé. C'est pour ça que je veux dire, mais Mehdi, c'est pas quelqu'un qui est très expansif, donc c'est pas du tout le capitaine qui va la ramener. Mais par contre, son influence, je dirais sur les matchs, il a une justesse dans la clairvoyance du jeu qui est intéressante. Et c'est vrai que moi, j'ai pas découvert Mehdi, mais là, je trouve vraiment que en plus dans ce qu'on veut faire, il a justement une belle réciprocité. Même dans son club. Oui, en plus j'ai vu avec Retafe, c'est vrai que pareil, il a, je trouve, un impact plus important. Donc, alors, messieurs, c'est le premier récupérateur de l'équipe. Il nous faut un deuxième. Alors, messieurs, je ne me rends pas compte de l'heure qui passe parce qu'avec Christian Gourcuff, on peut parler foot pendant 4 heures, 5 heures, et vous savez, la télé, l'heure, ça compte. Et on n'a pas beaucoup le temps. Mehdi Haddad, notre réalisateur, va nous montrer un petit peu le tableau de ce tirage au sort de cette Coupe d'Afrique 2015 que nous allons vivre à partir du mois de janvier prochain. 17 janvier. Et également les équipes qu'on a tirées. On va voir ce sujet signé Mohamed Aberkan dans quelques instants. Après ce tirage tiré par... Avant le tirage, avant ce sujet, est-ce que pendant le tirage... D'abord, comment vous l'avez vécu ce tirage et avec qui vous l'avez vécu? Parce que c'est un joueur qui a vécu un moment historique pour l'Algérie. C'est un joueur que moi j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup. C'est Aboutrika, c'est l'Égyptien, le joueur de la sélection des Pharaons, qui est peut-être un des plus grands joueurs de l'histoire de l'équipe des Pharaons, qui a tiré l'Algérie avec un sourire. Alors, je ne peux pas l'analyser. Est-ce qu'il est ironique? Est-ce qu'il est affectueux? Je ne sais pas. C'est un homme délicieux, C'est un footballeur qui aime bien l'Algérie. C'est un footballeur qui aime bien l'Algérie. C'est un joueur talentueux, d'une grande intelligence. C'est un meneur. Et puis bon, cette image du papier qu'il ouvre de l'Algérie. C'est le dernier, je crois que c'est la dernière équipe du groupe. Hein. Ouais, il y avait le Ghana. Parce qu'ils ont laissé le chapeau 2 en dernier. Voilà. Ils ont tiré le chapeau 2 en dernier. Et il a tiré ce papier Algérie avec un petit sourire en disant allez-y, bonne chance. Bonne chance, sortez de ce groupe. Avant de voir ce sujet de Mohamed Aberkan, comment vous avez vécu le tirage? Je l'ai vécu au centre entouré du staff, donc mais après ça a été assez long, donc on a eu le temps de se préparer. Hein. Donc on voyait les choses, on voyait les groupes là, qui devenaient, ça c'est venu dans la durée et puis bon après il faut faire avec. Quel sentiment juste après? Ouais, difficile. Maintenant, après, vous aurez préféré un groupe moins difficile? Évidemment, c'est au choix, mais voilà. Après, il faut y aller, c'est tout. Et puis, Christian Gourcuff, franchement, après le tirage, quand vous avez vu le groupe C, qu'est-ce que vous vous êtes dit, sincèrement? Non, tout de suite, j'ai cherché un peu de voir un peu les forces en présence déjà tout de suite. Le Ghana, le Sénégal, l'Afrique du Sud, que je connaissais moins. Donc j'ai tout de suite réfléchi un peu aux forces en présence déjà pour voir. Est-ce que l'ordre compte pour vous? Premier match, deuxième match, troisième match, est-ce que ça compte pour vous? Oui, ça peut avoir des incidences quand même parce que évidemment le premier match, l'Afrique du Sud, il faut, c'est pas fondamental parce qu'il faut les gagner tous les matchs, mais je dirais surtout le troisième après. Si ça se passe bien les deux premiers. Ça peut être moins déterminant, quoi. Christian Gourcuff, gardez vos arguments, réfléchissez bien. Je sais que vous adorez réfléchir avant de répondre aux journalistes. On va regarder ce sujet de Mohamed Aberkan sur ce tirage au sort de la Coupe d'Afrique. Une réponse au Maroc qui a refusé la CAN. Cette équipe, ce pays de la Guinée équatoriale qui accueille l'Afrique et qui accueille les pays d'Afrique et qui répond
à l'épidémie d'Ebola et qui tire justement ce tirage au sort 2015. On regarde ce sujet et on parle du groupe de l'Algérie tout de suite après. Le report de la compétition pour cause d'Ebola, mais la CAF refuse. Du Mali au Burkina Faso et du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud, rien n'a pu arrêter la CAN ou encore empêcher son déroulement, quelles que soient les raisons, dans un continent fragilisé par le risque d'épidémie et celui de la sécurité. Lors de la cérémonie du tirage au sort, le message était fort, la CAN avant tout. Et les Africains sont unis, la main dans la main, afin d'éradiquer l'Ebola à tout prix. La dernière réunion des responsables de la CAF à Malabo ne se limitait pas uniquement à une simple opération du tirage au sort pour connaître qui est l'adversaire de qui. Il était surtout question d'un grand défi relevé par l'instance continentale qui ne voulait pas entendre parler d'un report et refusait de priver l'Afrique et les Africains de leur rendez-vous continental. Car un report aurait été sans nul doute synonyme de la mort de la CAN et une humiliation suprême pour la CAF. La Confédération africaine de football n'a pas raté l'occasion lors de la cérémonie du tirage au sort pour répondre à ses détracteurs, à tous ceux qui ont douté et qui ont tourné le dos à l'Afrique. Une réponse on ne peut plus claire pour le Maroc qui a trahi la CAF, qui a déçu tout un continent en refusant de l'accueillir chez lui. La CAF ne reculera pas, elle a réitéré son engagement mercredi dernier à Malabo, sa détermination à poursuivre son combat devant l'Ebola et devant les autres maladies qui menacent l'Afrique, en dépit du manque de moyens. Joueurs, responsables et même artistes ont rejoint les rangs pour cette noble cause et avec comme slogan « Ensemble, nous serons plus forts pour combattre l'Ebola. Ensemble, nous allons continuer à aimer et fêter la CAN ». Le défi est là, encore faudra-t-il le relever et le réussir. إنترنت أكثر وعروض خاصة أكبر مع أريد للمؤسسات إلى غاية 12 جيجا وقتي. عرض صالح إلى غاية 1 جانفي 2015 في ولايات الجيل الثالث لأريد. أريد ديما معكم. كوندور جزائري الأصل. أريد. Christian Gourcuff, on a discuté en off il y a quelques semaines, moi et vous, sur cette épidémie d'Ebola et cette possibilité, parce on s'était rencontrés avant même que le Maroc ne se désiste, et vous avez posé la question, est-ce que ça vous dérangeait que le Maroc n'accueille plus cette CAN? On ne connaissait pas encore le pays qui allait accueillir cette CAN, et vous me disiez, moi je m'occupe de ma préparation, l'essentiel c'est que la pelouse soit adéquate pour que je puisse jouer mon football. Est-ce que vous êtes satisfait, malgré le changement de domiciliation, est-ce que vous êtes satisfait de ce tirage au sort? On aurait souhaité bien sûr que ça se déroule au Maroc pour des raisons justement d'infrastructure, avoir des conditions de jeu qui soient propices. Bon, il y avait, je dirais déjà les terrains évidemment, parce que la pelouse c'est la préoccupation majeure. Les conditions climatiques aussi, évidemment pour nous, c'était des conditions intéressantes. Donc voilà, c'est une déception qu'elle n'ait pas lieu au Maroc. Et après en ce qui concerne la Guinée équatoriale, on a beaucoup d'interrogations, donc on ne peut pas y répondre maintenant. Ce que j'espère, c'est que les conditions de jeu seront quand même correctes, et ça, on n'a pas de garantie à l'heure actuelle. Jamal ? Moi, je voulais revenir un petit peu sur la question de la composante du groupe. Vous avez, dans votre philosophie, vous venez de dire que on rentre pour gagner chaque match. Et vous avez parlé lors de votre conférence de presse qu'il faut aller étape par étape, donc gérer match par match.
Ayou, le fils d'Abedi Pelé, a déclaré aujourd'hui « N'oubliez pas que nous sommes le Ghana ». Est-ce que M. Gourcuff peut répondre en lui disant « N'oubliez pas que nous sommes l'Algérie ». Moi, j'ai pas envie de lui répondre. Non. Après, vous savez, c'est pour ça, je pense que moins on en dit, c'est des effets. S'il suffisait de bomber le torse pour gagner les compétitions, ça se saurait. Donc il vaut mieux. Voilà, on sait. Faut surtout pas sous-estimer les adversaires. Faut les respecter. Et puis après, avoir ses convictions. Et puis surtout, c'est dans l'investissement, dans la préparation. C'est là où on voit la motivation dans la préparation et puis dans les matchs. Donc, autrement dit, est-ce que vous comptez suffisamment sur vos forces sans occulter les forces de l'adversaire, naturellement? C'est-à-dire vous comptez d'abord sur votre équipe. Évidemment. Après, un match, c'est un rapport de force. Donc quand on joue quand un adversaire qui est supérieur, il faut aussi il faut s'adapter. La capacité de s'adapter, moi je ne peux pas laisser passer ça. Classement FIFA, Christian Gourcuff, quand on clique www.fifa.com, la meilleure équipe africaine, est-ce que vous savez c'est laquelle? FIFA. Sincèrement. Est-ce que vous savez quelle est la meilleure équipe FIFA africaine? L'Algérie, oui. L'Algérie. Oui. Vous venez de dire si on joue contre des adversaires supérieurs à nous. Est-ce que vous savez qu'en Afrique, il n'y a pas d'adversaire supérieur à nous? Ça, c'est des classements. Ça, sur le terrain, c'est autre chose. Donc, ça me ramène à la question, est-ce que vous croyez au classement FIFA? Non, mais après, dans la compétition, sur un match, vous faites l'Allemagne contre... alors, je ne veux peut-être pas... L'Allemagne-Algérie, allez-y, on aurait pu les battre. L'Allemagne contre une équipe... dans un match, il peut se passer que, pour des raisons ponctuelles, vous soyez en difficulté, même si vous avez un statut qui est supérieur. Donc, il faut être capable de s'adapter, c'est-à-dire de ne pas perdre des pédales. Vous jouez contre un adversaire qui, ce jour-là, est très, très bien, vous êtes moins bien. C'est pas parce que vous avez un statut que vous avez l'obligation d'avoir la maîtrise complète du match, quoi. Donc, j'ai deux petites questions. Parmi ces trois équipes, quelle est laquelle que vous connaissez le mieux? Est-ce que vous préférez le groupe D ou le groupe C? Alors là, ce qu'on pourrait discuter, c'est les chapeaux, la constitution des chapeaux. Parfait. Allez-y, donnez-nous votre opinion. Je pense que c'est arbitraire et ça correspond pas forcément à la logique. Maintenant, quels sont les critères qui sont pris en compte? Je crois savoir que c'est le parcours dans les différentes CAN. Donc voilà. Les trois dernières CAN, les éliminatoires et la dernière Coupe du Monde. Voilà. Donc c'est pas forcément, je pense, un classement qui correspond à la réalité. Et c'est ça qui donne des groupes qui sont déséquilibrés. Et l'équipe que vous connaissez le mieux dans notre groupe? Du groupe, au niveau des joueurs, c'est le Sénégal. Au niveau collectif, c'est le Ghana parce que je les ai vus pendant la Coupe du Monde. Et l'équipe que je connais moins, c'est l'Afrique du Sud. Oui. Quelle est l'équipe qui vous fait le plus peur? Aucune. Je sais que vous n'aimez pas avoir peur. Non. Mais quand je dis peur, c'est pas une peur. Non, mais après, c'est pas vous fragiliser, mais quelle est l'équipe la plus sérieuse? Le match qui me préoccupe le plus, c'est le premier. Donc c'est celui qui va venir. Donc c'est l'Afrique du Sud. Et là, bien sûr, chaque chose en son temps. Là, il y a la constitution du groupe. La préparation, on a déjà commencé à plancher dessus. Mais ça, on va l'affiner. Et puis après, va venir dès la semaine prochaine, justement le visionnage des adversaires. Et bien sûr, surtout l'Afrique du Sud, qui sera le premier match. Et après, il y aura le Ghana et le Sénégal. On se basera aussi sur l'observation, bien sûr, des matchs de ses adversaires précédemment. Je suis sûr que je vais leur piquer leur question. Christian Gourcuff, vous avez 3 matchs en Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez l'Afrique du Sud à Mongomo le 19 janvier. Vous avez le Sénégal, vous avez le Ghana le 23 à 17h à Mongomo le 23. Et puis enfin, à la même heure, il y a 2 matchs, Afrique du Sud-Ghana à Mongomo, et puis vous jouez à la capitale. À Malabo, oui. À Malabo, le 27, face au Sénégal. Je ne vais pas vous demander votre stratégie, votre réflexion. Je sais que vous nous la livrerez avec plaisir, mais vous ne la livrerez pas aux adversaires, donc vous ne la direz pas ce soir. Mais en fait, quelle est votre meilleure façon de sortir de ce groupe? De gagner tous les matchs et gagner le premier déjà. Donc chaque chose en son temps. Après, vous prenez le premier match, vous préparez Si vous avez 3 points contre l'Afrique du Sud, est-ce que c'est plus facile pour vous de gérer 2 matchs? On a déjà 3 points, donc c'est toujours mieux que d'avoir 0. Donc voilà. Après,
Non, sur une poule comme ça, il n'y a pas de calcul à faire. Hein. Je pense qu'il n'y a pas. On l'a vu dans la Coupe du Monde. Hein. Il y a des équipes qui sont parties tranquillement et qui sont vite retrouvées en difficulté. Hein. C'est le cas de l'Italie, par exemple. Voilà. Donc, vous savez, il y a à la fois sur le plan comptable et sur le plan psychologique aussi. Donc, c'est important le premier match pour bien démarrer. Moi, j'ai deux questions en une seule, si vous voulez. La première, c'est ça fait longtemps que l'Algérie, qui participe à des Coupes d'Afrique d'une manière régulière, ne gagne pas le premier match. Les deux dernières éditions, en Afrique du Sud et en Angola, on a perdu contre le Malawi 3-0. Et en Afrique du Sud, on a perdu contre la Tunisie 1-0. Maintenant, on va se retrouver contre une équipe quand même qui n'est pas n'importe quelle équipe. C'est une équipe qui sort des éliminatoires quand même assez fortes, sans aucune défaite. Ils ont éliminé le Nigeria. Est-ce que... naturellement, il y a cette pression qui est sur l'équipe pour gagner, forcément. Mais c'est pas une mauvaise chose aussi, par exemple, de décrocher un nul. Ça, c'est pour ma première question. La seconde, est-ce que vous ne préférez pas, parce que le troisième match se déroule à Malabo. Et si on est deuxième, on reste aussi dans la capitale, à Malabo. Ah oui, après, pour les quarts de finale. Dans la gestion, est-ce que vous ne préférez pas sortir second du groupe? Non, je pense ça, que c'est une stratégie, c'est des calculs seulement. Oui, hein. des calculs. Non, mais après, je pense qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là dans les calculs. Oui, on anticipe un petit peu. Pour le moment, c'est vraiment se qualifier, évidemment, et puis après. Après, de toute manière, je pense qu'il vaut mieux de gagner les matchs. Vous savez, pour entretenir une dynamique, on va pas faire de calcul pour perdre. Non, mais par contre, effectivement, le lieu peut être différent parce que les conditions à Malabo sont très différentes quand même de celles de Mongomo. C'est un peu ce qu'on a vu. Après, il y a avec les interrogations concernant la pelouse. J'ai dit là, j'ai mis des doutes, en tout cas des craintes, sur l'état de la pelouse. Alors, coach, nous allons jouer contre 3 équipes de l'Afrique noire. On sait que c'est votre première expérience en Afrique, mais vous étiez en Ligue 1 française où vous avez certainement drivé beaucoup de joueurs africains. Et la spécialité des joueurs africains, c'est des joueurs plutôt très forts physiquement par rapport peut-être aux joueurs maghrébins qui sont plus techniques. Comment comptez-vous faire face à la force physique des adversaires africains et ça va être peut-être le second adversaire après la mauvaise qualité des pelouses? Je crois que je vous l'ai dit, un match a un rapport de force. Chacun joue sur ses points forts. Donc, faut déjà exploiter ses points forts. Donc, pour nous, évidemment, ce sera la maîtrise du ballon. Et à ce titre-là, le match du Mali a été significatif puisque notre problème majeur en première mi-temps, ça a été l'incapacité à prendre le ballon et à le remonter. Donc, et à partir de là, les Maliens, eux, ont exploité leur potentiel athlétique par des longs ballons, un jeu très direct qui nous a mis en difficulté. Donc, avant de chercher à contrarier l'adversaire sur ses points forts, il faut déjà chercher à imposer ses points forts. Et après, évidemment, aussi, si vous avez une équipe qui a un style de jeu très direct, c'est d'empêcher le départ du ballon pour qu'il n'y ait pas de problème à l'arrivée. Parce que si vous écopez tout le temps, à un moment donné, ça devient difficile. Mais contre le Mali, l'absence de Brahimi a été quelque peu préjudiciable. Il n'y avait pas quelqu'un qui gardait le ballon ou qui donnait le tempo un petit peu à... Oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Mais globalement, c'est notre incapacité à remonter le ballon et à le garder qui nous a mis dans la difficulté. La question que je vais vous poser, c'est ce turnover face au Mali, est-ce que c'est voulu? Bon, après 4 matchs, l'Algérie était qualifiée. Il restait l'Éthiopie. Vous avez joué un match où on a gagné, mais vous avez eu peut-être, comment dire, quelque chose en travers de la gorge après ce match, même si on l'avait gagné. Je pense que pour l'Éthiopie... Je vais terminer ma question et je vous laisse répondre. Et en fait, après le Mali, il y a eu cette défaite, la seule défaite des qualifications. Quel commentaire vous faites, quelle analyse vous faites du comportement de vos joueurs dans les 2 parties, celle face à l'Éthiopie et celle face au Mali, quand on sait que face à l'Éthiopie, vous avez aligné votre équipe type, et face au Mali, vous avez complètement changé votre équipe de départ? Alors pour l'Éthiopie, je pense que ça pouvait être un match vraiment référence, et c'est un match qu'on pouvait faire un festival. Et ce qui m'a un peu déçu, c'est le dernier quart d'heure, les 20 dernières minutes où il y a eu
pour des raisons diverses, mais un peu de relâchement, et bon, qui a nuit un peu à la qualité de la prestation, parce que je pense que auparavant, pendant 1 heure, c'était une prestation vraiment de grande qualité. Voilà. Après, bon, c'est pas, on n'en fait pas non plus une affaire d'État, mais c'est ça qui était un peu dommageable, et quand on sort du match, ben, on reste un peu sur cette frustration. Je pense que le public aussi l'a ressenti, donc voilà, c'est un peu gâcher la fête qui aurait pu être exceptionnelle. Après, contre le Mali, donc on est qualifié, le contexte, on a une CAN à préparer, et puis un groupe de joueurs, des joueurs qui n'ont pas eu leur chance. Est-ce que le Mali, pour vous, était un match de préparation ou un dernier match de qualification? On était qualifiés, on avait la première place. Alors après, on n'a pas balancé ce match-là. Déjà par respect par rapport au Malawi, qui jouait sa place aussi. Donc on n'a pas balancé le match. On n'est pas. Après, dans ce que vous dites et puis ce qui se passe. Non, moi je dis rien. Moi je vous pose la question. Mais je veux dire, on a beau dire, ouais, on est motivé, on va jouer le jeu. Effectivement, on n'a pas senti la motivation de l'équipe. Là, il y avait aussi, parce que les joueurs n'ont pas voulu, n'ont pas balancé le match non plus. Je crois qu'il n'y a aucun intérêt à ne pas être bon. Donc il y avait aussi une question de forme. Est-ce que vous avez eu peur des blessures? Et après, il y avait effectivement des changements que j'assume. Pour des essais pour certains, pour faire tourner pour d'autres, parce que justement, si vous avez des joueurs qui jouent pas, vous savez pas, vous allez à la CAN, s'il y a un problème de blessure, Est-ce que je peux me permettre une question? Est-ce que vous avez eu peur, franchement, d'une équipe du Mali? Parce que, surtout nos adversaires du groupe, l'équipe la plus agressive, la plus revancharde, vous êtes d'accord, messieurs? La plus physique, la favorite du groupe avec nous, c'est bien le Mali. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de perdre un de vos cadres pour la CAN, sincèrement, en termes de blessures? On a ménagé Yassine Brahimi parce qu'il avait un problème d'adducteur, donc il ne pouvait pas faire les 90 minutes, et donc c'était sciemment qu'on l'a ménagé. Je pense que fallait le ménager. Yacine, en possession de ses moyens, jouait le match du Mali, c'était clair. Donc il y a eu d'autres rotations que j'assume, que c'était dans cette optique-là de voir les joueurs. De passer un test aussi, parce que si vous ne passez pas le test, on peut toujours être dans le doute, et à un moment donné, vous aurez à le faire. Donc, vaut mieux le faire à un moment où c'est pas une question de survie. Voilà. Et après, effectivement, ça n'a pas été une réussite, et on a vu tout de suite que, en deuxième mi-temps, avec surtout l'entrée de Riyad Mahrez et puis de Yassine Brahimi, que l'équipe a une autre tenue. Bon, donc c'est pas des enseignements qui sont négatifs aussi pour la suite, ça, parce que c'est aussi des enseignements pour moi, même si c'est pas condamné non plus, c'est les joueurs qui étaient là au coup d'envoi. Et ensuite, je dirais pour être diplomatique, j'ai eu plus peur de l'arbitrage que des blessures sur ce match-là. En fait, pour être honnête, moi, le match qui m'a fait le plus peur, ce n'est pas le dernier, parce qu'on était déjà qualifié, mais le premier match contre le Mali, à Blida. Je vous dis ça parce que le Mali, ça a toujours été une équipe qui nous a posé problème, c'est-à-dire même du temps de l'ancien sélectionneur et même avant. Et puis, c'est une équipe qui a un petit peu le profil d'autres équipes qu'on va peut-être rencontrer en Coupe d'Afrique. Comment vous analysez, notamment le Sénégal, comment vous analysez justement le match de Blida contre le Mali? Est-ce que vous n'avez pas un petit doute sur l'équipe à ce moment-là? On n'a pas écrasé le Mali comme on l'a fait avec l'Éthiopie. Par contre, si vous reprenez le match, on a une maîtrise quasiment totale. Par contre, ils ont des contres où effectivement ils ont eu, parce que l'équipe aussi n'a pas concrétisé ces occasions, nombreuses occasions, je pense notamment à une occasion de Riyad Mahrez qui est dans les 6 mètres au départ. Donc il y a une domination, des occasions qu'on ne crée pas, et un doute qui s'installe, et des contres sur lesquels ils peuvent faire la différence. Donc on a vu une deuxième mi-temps, par exemple, à un moment de la deuxième mi-temps où l'équipe était pas bien, il y avait une perte de maîtrise, et on gagne. Alors là, effectivement aussi sur un hors-jeu, donc c'était un but douteux. Quand je me plains de l'arbitrage, quelquefois les erreurs vont dans les deux sens. Maintenant, il est quand même bien ce coach. Hein. Dans les deux camps, il est juste dans ses jugements. Mais bon, c'est pas comparable à l'arbitrage qu'on a subi comme là-bas. Mais on méritait de gagner les occasions. Par contre, effectivement, c'est pas un match qu'on a. C'était peut-être le match qui vous a donné le plus d'enseignements sur l'équipe. Il fallait voir le contexte justement, dans lequel l'équipe était. Bon, j'arrivais, c'était
il pouvait y avoir un doute aussi des joueurs même sur l'organisation, sur les choix, parce que donc on était dans une phase de premier rassemblement, dans une phase vraiment aussi où le doute pouvait être plus présent. Et après on a vu, et moi j'ai bien ressenti aussi que les joueurs ont pris confiance dans ce que je proposais sur le plan collectif dans les 3 rassemblements. Vous pensez que, M. Gourcuff, est-ce que vous pensez que l'équipe a grandi un petit peu sur le plan mental?